Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. La salle est grande, je me serais sentie un petit peu toute seule. Je suis Audrey Neveu. Je pense que vous l'avez vu sur le hoodie en me voyant courir partout. C'est cool, j'ai 45 minutes pour me poser. Je suis contente. Donc aujourd'hui, on va parler de micro-front-end et on va voir comment est-ce qu'on fait pour étendre le casse-tête des microservices au front, parce que pourquoi se limiter au back, hein, quand il y a de l'amusement. Et on va commencer par revenir un petit peu sur l'évolution de l'architecture de nos applications. Et pour ce faire, je me suis dit que ce serait plus simple de prendre un exemple qu'on connaît tous, le Java Pet Store. Il vous avait manqué, hein, je sais. Alors, quel que soit le langage dans lequel il était écrit à l'époque où il a été lancé par Sun, c'est-à-dire aux environs de 2005, le Java Pet Store aurait été un monolithe, hein, un bon vieux monolithe front et back, tout inclus. Et puis, petit à petit, vous savez, le front-end est devenu un vrai truc, sérieux. Tous ces super frameworks JavaScript qu'on aime tant sont apparus. Et progressivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé notre monolithe. Et puis, on a fait une application front et une application back séparées. Puis là, on se disait que c'était bien, là, c'était bon, c'était optimisé. Et, surprise, les microservices sont arrivés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en général, notre back-end, on l'a splitté. On l'a splitté en un set de services qui, chacun, sont en charge d'une partie spécifique de l'application et seulement de celle-ci. Et ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est la manière dont l'évolution de nos architectures a aussi un impact sur l'organisation de nos équipes. Quand on était un bon gros monolithe des familles, eh ben, en général, on était une seule équipe. Hein, il y avait l'équipe Pet Shop, et puis c'est tout. Quand on a commencé à splitter le front et le back, bien souvent, on a également splitté les équipes front et les équipes back. En plus, c'était assez pratique parce que d'un coup, on avait un petit peu plus de souplesse. Par exemple, on pouvait imaginer avoir plusieurs équipes front pour une équipe back. Bon, on n'était pas toujours dans les mêmes locaux. Moi, je me suis retrouvée dans un cas où j'étais dans l'équipe back, j'avais une équipe front à Paris, puis j'avais une autre équipe front à Lille. Bon, la communication se passait pas aussi bien avec celle de Lille, bizarrement, parce qu'on n'était pas en face, mais ça marchait quand même. Et quand sont arrivés les microservices, et bah souvent, avec les microservices, on casse cette équipe back et on va faire des micro-teams. Chaque micro-team va être en charge d'un microservice en particulier, donc d'une partie métier de l'application en particulier. Bon, éventuellement, si ce n'est pas une trop grosse partie, un trop gros microservice, elles peuvent être en charge de 2 ou 3. Mais souvent, c'est un seul. Et donc, dans le cas du Java Pet Store, eh ben, ça nous donne ça. On aurait l'équipe produit, et puis l'équipe search et l'équipe checkout pour le paiement. Et ça, c'est le premier bénéfice des microservices. C'est que le fait d'avoir des équipes plus petites mais spécialisées font qu'elles ne font qu'une seule chose, mais qu'elles le font bien. Et que souvent, d'ailleurs, elles vont le faire plus rapidement que les grosses équipes qu'on avait auparavant. Il y a un deuxième avantage de taille, c'est que chaque équipe va être libre d'aller sur la stack technique qui lui convient, soit celle qu'elle connaît le mieux ou celle qui est le plus adaptée à sa situation. Et ça, c'est assez important. Les microservices sont en général plus simples à déployer, parce que tout simplement, quand vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, ben, vous n'avez pas besoin de redéployer toute l'application. Vous redéployez le microservice qui a été impacté, celui qui a été mis à jour. Et pour la même raison, ils sont également plus faciles à scaler, parce que en général, vous savez anticiper lequel va prendre la charge. Vous scalez celui-là, vous laissez les autres faire leur vie, et c'est bon. Donc on pourrait se dire, hein, en regardant cette version de l'architecture, que ça y est, on a enfin trouvé le mix parfait, hein, tout va bien, tout est optimisé, tout est à sa place, et en fait, pas du tout. Alors pas du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez toujours un monolithe, et mauvaise nouvelle, il est côté front. Voilà, il est aussi difficile à maintenir et à faire évoluer que l'était votre monolithe côté back-end. Mais maintenant, il est côté front avec tous les frameworks JavaScript. Et puis, le deuxième problème que ça implique, c'est que pendant que vous aviez découpé votre équipe back en micro-teams plus efficaces, tout ça, votre équipe front, elle est restée toute seule de son côté. Et elle se mange plus de charge, parce que les petites équipes, elles livrent plus vite. OK, ça commence à se compliquer. Donc,
c'est pour ça que la prochaine étape de l'évolution des architectures de nos applications, eh bien, ce serait le micro front-end. Et le principe de base derrière les micro front-end, c'est de considérer nos applications comme une agrégation de composants, une composition de fonctionnalités finalement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder nos équipes, nos micro-teams, parce que ça fonctionne bien, mais on va casser cette équipe front qu'on avait, et on va intégrer les gens du front dans les micro-teams. Donc on va avoir des teams qui restent des teams plus petites, mais qui maintenant vont être en charge de leur partie du domaine de l'application de bout en bout. C'est une architecture complètement classique pour les sites de e-commerce, mais pas que. Facebook le fait aussi. Spotify le fait plus ou moins d'une manière bizarre, donc on n'en parlera pas. Certains parmi ces acteurs-là communiquent sur la manière dont ils le font. Je vous conseille d'aller le voir quand c'est le cas, parce que c'est toujours assez intéressant. Et donc, si on revient à notre Pet Store, mais en V2, parce que quoi qu'en dise Antonio, il a fait du CSS. Hein, merci Antonio. Ça nous donnerait un découpage comme ça. Donc, on aurait par exemple cette page produit qui serait sous la responsabilité de l'équipe produit et seulement de l'équipe produit. C'est la seule qui s'occupe de cette page-là. En revanche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir consommer des composants qui lui sont fournis par les autres équipes. Donc ici, par exemple, on a un menu shopping cart. Lui, il est fourni par l'équipe checkout. Et puis notre barre de recherche, elle est fournie par l'équipe recherche. Voilà. Et le deuxième gros concept derrière les micro front-end, c'est qu'on doit être capable de garder ce bénéfice qu'on avait dans les microservices, de dire chacun sa stack, mais qu'on va l'amener au front-end. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que l'équipe produit travaille en Angular et que l'équipe paiement, checkout, elle travaille en React et que l'équipe search, elle travaille en Vue. C'est assez intéressant. Alors, le troisième gros bénéfice des micro-front-end, c'est qu'on va maintenant avoir des équipes qui sont orientées clients. Parce que comme elles font toujours qu'une seule chose dans l'application, elles sont sur leur domaine qui leur est propre, soit le produit, soit la recherche, soit le paiement. Mais par contre, elles ne font plus que ça de bout en bout. Donc, elles vont pouvoir se concentrer sur la manière d'apporter la meilleure expérience aux clients dans cette partie du domaine. Pour l'équipe produit, ça va être d'afficher, par exemple, le produit de la manière la plus claire, avec la description, les photos, etc. L'équipe recherche, avoir un moteur de recherche qui soit efficace, des recherches qui peuvent être triées. Et puis l'équipe paiement, vous donnez, vous, en tant qu'utilisateur, un workflow de paiement qui soit facile et agréable et que vous y laissiez votre carte bleue sans même le sentir. Parce qu'on le sait bien que quand ça coince au paiement, on quitte le site. Vous le savez. Donc ça, c'est le premier bénéfice des micro-front-end, c'est qu'on garde ces petites équipes hyper efficaces, mais maintenant, elles sont orientées clients, ce qui fait une grosse différence. On a maintenant la liberté des stacks techniques qui est tendue au front-end. Les équipes sont en général plus autonomes dans leur développement, parce que tout simplement, elles n'ont pas besoin de connaître tout ce qui se passe dans toute l'application. En fait, elles se concentrent sur leur partie. Et ma foi, si ça pète côté search, ce n'est pas le problème du produit. Eux, ils peuvent continuer à travailler. Ça ne les impacte pas. Ils attendent que la recherche fixe son problème. Et ils peuvent continuer à travailler normalement. La release des features et aussi des fonctionnalités est aussi plus autonome, puisque vous n'avez plus, vous savez, ce blocage-là qu'on avait de j'ai plein de micro-teams côté back, et puis j'ai une seule équipe côté front, et il faut qu'elle encaisse la charge. Bon, là, vous n'avez plus le problème, puisque les développeurs front sont intégrés au micro-team, donc la fonctionnalité va être développée de bout en bout. Et faire évoluer votre application devient plus facile, puisque vous n'êtes pas obligé de dire voilà, j'ai mon monolithe là, et puis les écrans ça va pas, il faut que je réécrive tout, par où je commence. Vous êtes en composant, vous pouvez planifier, vous pouvez découper, ça va devenir plus facile d'un coup. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, ce monde merveilleux où tout se passe toujours bien, vous le savez, on va voir ce que ça donne dans la pratique. Et pour ça, j'ai pris un vrai cas de la vraie vie, Data Fabric. Alors Data Fabric, c'est le produit de Sagi, qui est composé de plusieurs applications. La première, c'est le Manager, qui a été lancé en 2015. Alors Manager, c'est un orchestrateur de job big data. C'est un outil qui est à destination des data engineers, des data scientists. Ils uploadent leur job, ils font des pipelines, tout ça. Ils peuvent rollbacker si la version n'est pas bonne. Voilà. Ça a été livré en 2015, donc assez logiquement, ça a été écrit en AngularJS. 2 ans plus tard est apparue Gouvernance.
Gouvernance, c'est un outil qui est complètement différent parce que c'est un outil qui est plutôt orienté métier. C'est pour les Chief Data Officers, les business analysts, les business je ne sais pas quoi. Il y en a plein, ils ont l'air de faire plein de trucs. Et donc, gouvernance, 2017, assez logiquement, on était en Angular et plus en AngularJS. Quelques mois plus tard, on avait des stagiaires assez sympas. On a essayé de leur trouver un petit truc cool à leur faire faire. Donc, on les a fait travailler sur Operations. Et on avait envie de faire du Vue, on a testé, donc celle-ci était en Vue. Operations, c'est un produit qui est assez différent des deux premières parce que les deux premières, elles sont directement pluguées sur un data lake. Operations, c'est plutôt une application, ce qu'on appelle overall, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'utilisateur de manager, de monitorer l'état des plateformes. Donc celle-ci est assez différente. Arrivé là, en octobre 2017, on a commencé à travailler sur la V2 et on avait constaté plusieurs choses. La première, c'est que Data Fabric ne convenait pas vraiment. En fait, en l'état, le manager, ce n'était pas le bon workflow pour les utilisateurs, donc il allait falloir le réécrire. La deuxième chose, c'est qu'on avait besoin d'autres applications dans le style de Operations pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, tout bêtement, il y avait des choses qui, de manière tout à fait logique, étaient dans le manager, la sécurité, parce qu'au début, il n'y avait que le manager, sauf que la sécurité, elle était utilisée par gouvernance, puis elle était utilisée par operations, puis en fait, ça avait besoin de devenir une véritable application elle toute seule. Et une autre chose qu'on avait remarqué, enfin qu'on savait, c'est qu'il allait falloir que toutes ces applications, elles soient affichées dans la même. Parce qu'on ne pouvait pas demander à l'utilisateur d'avoir une URL différente par application, ça n'allait pas le faire. Donc il fallait qu'on soit capable de les présenter toutes ensemble. Donc à ce moment-là, on a complètement réorganisé l'équipe. En fait, on a fusionné les deux équipes, parce que bon, nous, on n'avait pas assez de sous pour être 4 équipes de front et de back. Hein. Donc on a fusionné tout le monde et on a redécoupé en micro-teams qui étaient responsables de chacune une application du produit. Alors on a fait plusieurs essais. On n'a pas trouvé du premier coup ce qui était la bonne architecture pour nous côté micro-fontaine. Le premier essai, c'était Layout en décembre 2017, pur JavaScript. Le deuxième, c'était Galaxy en mars 2018 en React. Et le troisième, qui est en prod depuis juillet 2018, c'est Layout as lib en JavaScript aussi. Et donc, on va voir justement, on va revenir sur chacun de ces produits et on va voir les pour, les contre, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et pour que vous voyez un petit peu ce vers quoi on tendait, la V2 que l'on cherchait à atteindre, c'était ça. Alors, c'est assez simple. Vous avez un menu latéral à gauche qui sert à naviguer d'une application liée à une plateforme à une autre application liée à une plateforme, donc manager gouvernance. Vous avez une top bar qui, elle, permet de naviguer entre les applications qui ne sont pas liées à une plateforme, Security Operations. Vous avez un menu utilisateur. Bon, celui-là, je ne vais pas le détailler, je pense que tout le monde en a un. Et le gros morceau que vous voyez au milieu, c'est l'application existante qui doit venir se mettre là. Donc ici, c'est Manager en AngularJS, mais il faut aussi que ça puisse être gouvernance en Angular. Et avant de rentrer tout de suite dans la technique, on va parler de design system. Vous n'êtes peut-être pas familier avec le terme. Un design system, c'est un ensemble, c'est une librairie finalement de styles CSS, voire de comportements. En fait, tout dépend du degré de maturité de vos équipes. Vous pouvez même livrer des composants entiers. Hein. Mais en général, c'est déjà avoir un catalogue de styles CSS qui permettent d'avoir une expérience utilisateur cohérente. Parce que c'est quelque chose dont vous allez vraiment avoir besoin si vous décidez à faire des micro-frontaines. Parce que vous imaginez bien que si vous n'avez pas le même look and feel entre vos différentes applications, pour le client, ça ne va pas être génial. Donc celui de Sagi s'appelle Sagi UI. Il est public sur NPM. Il n'est pas réutilisable à des fins commerciales, mais vous pouvez tout à fait aller y jeter un œil pour vous en inspirer pour le vôtre. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer avec Sagi Layout. Alors Sagi Layout, c'est une agrégation de web components. C'est complètement basé sur microfountains.org. Vous ne vous inquiétez pas pour les liens, je vous les donne à la fin et vous aurez le temps de les prendre en photo. Et donc ce qui se passe, c'est que si on reprend les éléments que je vous ai montrés au départ, finalement chaque élément va devenir un web component, y compris celui du milieu. Donc je vais prendre mon application manager en AngularJS, je vais prendre mon application gouvernance en Angular, je vais les encapsuler dans un web component et je vais les afficher au milieu de l'appli. Alors rapidement, si vous n'êtes pas familier avec les web components reposent sur 4 spécifications que vous pouvez utiliser séparément, mais évidemment, si vous les utilisez ensemble, ça vous donne un petit peu plus de patates.
La première, Custom Elements, c'est un peu l'aspect principal, hein, c'est celle qui va vous permettre de définir vos propres tags HTML à vous. Le Shadow DOM, c'est donc un bout du DOM qui va être complètement encapsulé, qui va être isolé, dans lequel vous allez pouvoir faire toutes vos bêtises en CSS, ça ne se répercutera pas ailleurs, parce que moi je fais que des bêtises en CSS, je ne sais pas vous, mais j'y arrive pas. Donc au moins là, c'est encapsulé, ça ne va pas se propager à toute l'application. Les HTML templates, alors en fait c'est des morceaux de templates qui ne vont pas être affichés au chargement du composant, mais qui pourront être instanciés plus tard. Et puis la quatrième spec, c'est ES Modules, donc ça c'est sur la partie comment j'importe mon composant. Alors, comment on déclare un web component? C'est assez simple. Vous prenez votre fichier JavaScript, vous allez déclarer une classe, et cette classe, elle va étendre de HTML element. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir accès à une API, notamment avec des méthodes pour gérer le cycle de vie de vos composants. Donc, les principales méthodes, Connected Callback, la méthode qui est appelée quand le composant est connecté au DOM et attaché au DOM. Disconnected Callback, celle qui est appelée quand il est détaché. Probablement la plus importante, Attribute Change Callback. Celle-ci, c'est celle qui est appelée lorsque la valeur d'un attribut de votre composant est modifiée. Votre composant a un attribut couleur, la valeur est à rouge, elle passe à bleu. Attribute Change Callback. Enfin, une méthode qui ne fait pas partie de la spec, mais que vous rencontrerez assez souvent, c'est la méthode render. Parce que normalement, on va déclarer le markup, le template de notre composant dans le constructeur, sauf que quand il y a un attribut qui change, il va falloir qu'on modifie l'affichage. Donc plutôt que de tout redéclarer dans Attribute Change Callback, en général, on factorise dans une méthode et souvent elle s'appelle render. Une fois que vous avez fait tout ça, pour déclarer votre web component, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appeler le Custom Element Registry, et vous allez appeler la méthode define en lui passant deux arguments. Le premier, séparé par un tiret, c'est votre tag, et le deuxième, c'est le nom de votre classe. Et une fois qu'on a ça, c'est assez simple d'utiliser votre composant. Vous avez juste l'importer, parce que quand même, il faut l'importer à un moment. Et ensuite, vous le déclarez comme n'importe quelle autre balise. Voilà, ça, c'est la balise là, c'est le premier argument de la méthode define. Donc, bon, de manière générale, on les sépare plutôt par des tirets que du camel case. Il n'y a pas de limitation, mais c'est une recommandation. Et j'imagine que, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes obligés de maintenir des versions pour des browsers, des navigateurs un petit peu vieux. Donc, vous allez probablement avoir besoin d'un polyfill. Voilà. Alors, celui-ci est le plus stable et le plus fiable à l'heure actuelle, a priori. La bonne nouvelle, c'est que depuis octobre, Firefox supporte les 4 spécifications, parce que c'est le seul des navigateurs modernes à ne pas les supporter toutes. Donc, en tout cas, dans les versions à venir, on en aura de moins en moins besoin. Et bien évidemment, Edge ne supporte pas, parce que Edge, c'est pas vraiment un problème, parce qu'en fait, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils abandonnaient leur moteur de rendering. Ils vont passer sur Chromium. Ils n'en ont pas parlé, mais j'imagine que ça va résoudre le problème des web components au passage. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prendre une application existante et en faire un web component? Donc là, par exemple, c'est la classe principale, la classe JS principale de l'application manager. Donc c'est du bon vieux AngularJS, ça va vous rappeler des souvenirs. On a notre module, notre contrôleur, tout ça. On va déclarer notre web component, qui va s'appeler Data Manager. Et puis dans son rendering, dans la méthode render, on va lui déclarer son template. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une balise div et qu'on va lui donner deux arguments. On va lui donner le ngapp et le ngcontroller de nos applications. Ici, on a besoin d'accéder aux sous-directives pour pouvoir modifier la liste des plateformes. Donc on la déclare aussi et c'est bon. On a terminé. Avec gouvernance, c'est encore plus simple, parce que comme on est en Angular, donc pareil, on va déclarer notre composant, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre composant de plus haut niveau côté Angular, donc ici, il s'appelle Data Governance, et on va directement l'utiliser dedans. Donc c'est assez facile. Alors côté application, Sagy Layout maintenant. Donc Sagy Layout, c'est celle qui affiche les menus, c'est l'application qui devient l'application parent, un petit peu. Comment on fait pour utiliser tout ça? Évidemment, on va commencer par importer nos composants. On va importer Sagy UI, puisque c'est une application qui a ses propres composants. Il y a les menus, donc il faut qu'elles aient le même style. Donc on importe Sagy UI. Et puis, on va déclarer notre composant principal, qui ici s'appelle le SLA-board. Donc cette classe, le SLA-board, c'est un web component comme les autres. Dans sa méthode render, il va déclarer tout son templating. Donc il déclare son menu latéral, il déclare la barre du haut, etc. Et puis pour la partie principale de la page, qui est donc notre application existante,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette variable qui finalement fait un appel à la méthode getPage. La méthode getPage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le path qui a été appelé, et en fonction du path, elle va choisir si elle envoie le composant Sagi Data Manager ou le composant Sagi Data Governance. Donc ça, c'est nos deux web components qu'on a déclarés précédemment et qu'on a importés juste avant. Et c'est un peu tout, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est une méthode qui a plusieurs avantages, parce que d'abord, vous avez une expérience utilisateur qui est complètement consistante, de bout en bout, parce que le menu, l'encadré, c'est layout qui a la main dessus. Donc, que vous soyez sur Manager ou que vous soyez sur Gouvernance, il aura toujours la même tête. Il y aura le même nombre d'éléments, ils seront à la même place, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Ensuite, ça nous donnait la possibilité d'afficher plusieurs composants sur la même page, si on le souhaitait. Bon, on ne l'a pas fait parce que vous avez aperçu les applications existantes, c'est des gros bébés, donc ça n'aurait pas été spécialement pertinent, surtout qu'elles n'ont pas les mêmes cibles d'utilisateurs, mais on aurait pu le faire. Et puis, on était complètement indépendant en termes de déploiement, parce que le cycle de vie de layout était séparé du cycle de vie de manager et du cycle de vie de gouvernance. Donc chacun faisait sa vie et tout se passait très bien. Sauf que ça se passait pas si bien que ça. Alors déjà, ce n'était pas du tout une vraie single-page application, hein. Finalement, ce qui se passait, c'est que quand on passait d'une application à l'autre, on rechargeait tout. Et bien évidemment, on avait des performances qui n'étaient pas vraiment ce qu'on attendait, ni ce qu'on avait envie de présenter. Et il y avait une bonne raison à ça, c'est qu'on n'était pas en train de faire du binding et de l'unbinding de composants. Ce qu'on était en train de faire, c'était de binder une application entière qu'on avait mis dans un composant et puis de la débinder derrière. Sauf que chaque application, elle arrive avec son routeur, avec sa version de Babel, avec sa version de sa GUI. Et vous savez quoi? Quand vous n'avez pas la même version de librairie, ça ne se passe pas très bien. Il y a des surprises. Voilà, donc ça posait un vrai problème. Le fait est qu'on aurait pu, en fait, si on avait pris le temps, si on avait mis concrètement les moyens, hein, parce que là on parle de start-up, donc les moyens, il faut prioriser, hein, vous n'en avez pas à volonté. On aurait pu régler ces problèmes-là en fait, en travaillant sur un binding propre et complet, mais on ne l'a pas fait parce qu'on avait d'autres points négatifs qui venaient avec cette approche, qui faisaient que de toute façon on n'allait pas la garder. L'une d'elles, c'est que donc, les deux applications existantes, elles ont un mécanisme de routing qui est basé sur les hashes, comme c'est le cas dans beaucoup de vos applications, j'imagine. Et donc, chacune venait avec son routing complet. Et donc, les layouts, pour rester dans un état complètement consistant, il fallait qu'ils connaissent tous les passes possibles. Voilà, pour être sûr de ne pas afficher Data Fabric, enfin Manager, avec un truc de gouvernance derrière. Et là, on était en train d'introduire un couplage très fort entre nos applications, et ça ne nous plaisait pas du tout. Et alors, ça va vous sembler peut-être rien, mais pour pouvoir tester les layouts correctement, il fallait être capable de déployer toute la stack sur son laptop perso. Alors, bon, déjà, les deux, c'est des beaux bébés, hein. Il y a un data lake en jeu, il y a tout ça. Vous n'avez pas envie de faire ça, vraiment, vous n'avez pas envie. Puis de toute façon, quand bien même vous aurez envie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que, par exemple, il y a FreeIPA dans la stack sécurité, et FreeIPA ne tourne pas sur OS X. C'est ballot. Voilà. Donc, considérant tous ces problèmes, on a décidé de s'arrêter après l'intégration des deux applications existantes. Et pour les nouvelles applications, on s'est penché sur une nouvelle architecture. Et cette nouvelle architecture, c'est Galaxy. Et là, le principe de base reste quand même exactement le même, sauf qu'au lieu d'avoir une agrégation de web components, on va avoir une agrégation de fragments React. Alors, ici, vous ne voyez pas le menu latéral parce qu'on est dans Security, qui est aussi une application overall, qui va permettre de gérer toutes les plateformes en même temps. Donc, le menu latéral est caché, mais il est toujours là dans l'idée. On a toujours notre top bar, on a toujours notre menu utilisateur, on a toujours notre composant principal, hein, l'application qu'on veut afficher. Sauf que cette fois, tout ça, c'est des fragments React. Et il y avait une chose qui était intéressante qu'on avait prévu de faire, c'était d'utiliser Taylor, parce qu'il va falloir penser à une chose, c'est que vos composants, ils ne vont pas venir des mêmes applications, donc ils ne vont pas avoir les mêmes temps de réponse. Donc il va falloir streamer. Et donc ça c'est ce que Taylor nous aurait permis. Alors je vais passer très peu de temps sur cette version, parce qu'en fait, d'un point de vue architecture globale, c'est très semblable à ce qui était fait dans la première. Il y avait plusieurs avantages qu'on avait identifiés. La première, c'est que ça nous donnait la possibilité de ne plus seulement partager simplement des styles et des comportements, mais on allait pouvoir, dans le design system, partager des composants React entiers. Donc ça, c'était super intéressant.
comme on repartait de zéro, en fait, de frais, puisqu'on ne se préoccupait pas des deux premières, on avait prévu d'avoir un système de routage un petit peu plus centralisé, c'est-à-dire que Galaxy aurait eu le nom des applications, et puis chaque application en dessous aurait géré ses propres niveaux. Ça nous aurait permis de découpler. Mais on s'est rapidement aperçu qu'on allait avoir les mêmes problèmes de dépendance de librairie, et qu'en fait, ça allait être bien pire, parce qu'on avait même ce problème de dépendance avec les versions de React. Donc le sketch, c'est que si Security voulait utiliser un composant React qui était dans une version qui n'était pas celle de Galaxy, son application mère, eh ben, il fallait mettre à jour celle de Galaxy, puis aller mettre à jour celle de toutes les applications enfants pour pouvoir l'utiliser. Là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas, on n'avait pas envie de rentrer là-dedans. Donc on s'est arrêté après le premier essai, qui était donc Security. Et puis, on est retourné réviser notre copie. Et donc cette fois, on est arrivé avec quelque chose qui s'appelle Layout as lib. Et Layout as lib, on a complètement inversé la logique. C'est-à-dire que Layout, qui était une librairie, qui était une application, pardon, en devenant Layout as lib, devient une librairie. Cette librairie, elle est en JavaScript. Ça reste du pur JavaScript pour le garder aussi léger et aussi simple que possible. Donc il y a un petit peu de Webpack et un peu de Gulp, mais ça s'arrête là. Elle s'installe par NPM, donc c'est sur un repository privé. Et donc, on va l'utiliser comme n'importe quelle librairie de notre application. Alors, qu'est-ce que ça implique du côté de l'application en elle-même, de l'application existante? Si on revient sur... donc là, on est sur gouvernance. Vous reconnaissez ce composant Data Governance Angular? C'est notre composant de plus haut niveau qu'on a encapsulé dans un web component tout à l'heure. Là, on est dans la page principale HTML de gouvernance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encapsuler ce composant dans gouvernance avec un composant Sagi Layout. Et lui, on va lui dire, par défaut, tu te caches. Et ça va nous permettre plusieurs choses. Donc, dans notre page TypeScript principale, on va pouvoir regarder le path et regarder dans quelle version de gouvernance on est appelé. Si on est appelé dans la version Legacy, qui est un faux Legacy, puisqu'en fait l'application elle continue d'évoluer pareil, c'est juste est-ce que j'ai le menu ou pas, on ne va rien changer. Mais en revanche, si on est en train d'appeler la V2, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par appeler une classe qui s'appelle loadLayoutData. On va appeler la méthode init et lui passer plusieurs paramètres, dont l'application sur laquelle on est en train de travailler. Et puis on va rappeler notre composant Sagi Layout, là, celui avec lequel on a encapsulé Data Governance. Et puis on va lui dire, là tu enlèves ton attribut height, j'ai besoin que tu t'affiches. Et du côté de l'application gouvernance Angular, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc maintenant, du côté de la librairie de Layout, qui est devenue une librairie, la classe JS principale, elle ne fait pas grand-chose. Elle va juste exposer la classe loadLayoutData qu'on a vue précédemment. Et en revanche, la classe loadLayoutData, elle a un rôle bien particulier. Elle ne va rien afficher. Elle va s'occuper de tous les appels d'API qui sont nécessaires pour configurer les menus. Parce que bien évidemment, en fonction du rôle de l'utilisateur, de ses droits, il ne va pas voir toutes les plateformes, il ne va pas voir forcément toutes les applications, parce qu'un data engineer, il s'en fiche un petit peu d'avoir gouvernance et réciproquement pour un chief data officer, manager, ça ne l'intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que la classe loadLayoutData, elle va commencer par dire, bon, déjà, je vais récupérer mon composant layout, là, parce que je vais aller le manipuler un petit peu plus loin. Et puis, je vais appeler loadData. Et loadData, elle sait qu'il faut qu'elle appelle 3 API pour être complètement, pour configurer tous ses menus proprement. Donc, elle va appeler les droits, elle va appeler les informations sur les jobs, et elle va appeler l'API de profil. Et une fois qu'on a ça, dans chaque appel d'API, on va venir récupérer les paramètres qui nous intéressent. Et derrière, on va appeler les méthodes qui vont bien. Donc, par exemple, setUser ou setPlatforms. SetPlatforms, ça sert à dire, voilà, la liste des plateformes de cet utilisateur est celle-ci. Et là, on voit que la méthode setPlatforms, elle reprend ce composant layout, elle refait appel à ce composant layout et elle va lui dire l'attribut, là, la liste de plateformes, maintenant, c'est cette valeur. Donc, la classe layout, elle, c'est un web component classique, comme on l'a vu précédemment. Et dans sa méthode d'attribut change callback, comme la classe loadLayoutData, à chaque fois qu'elle a des informations, elle va dire l'attribut plateforme, maintenant il a cette valeur, ou alors l'attribut utilisateur, il a cette valeur.
La méthode attribution callback, elle va écouter ça. Elle va avoir un switch sur les valeurs possibles. Et en fonction du switch, elle va appeler les composants enfants. Elle va mettre à jour les composants enfants qu'il est nécessaire de mettre à jour. Parce qu'elle n'a pas, potentiellement, elle n'a pas les 3 composants en même temps à mettre à jour. Quand on lui passe le profil de l'utilisateur, il n'y a que le menu utilisateur à mettre à jour. Donc dans ce cas-là, elle n'appelle que lui. Alors que si on est en train de changer d'application courante, il faut qu'elle mette à jour le menu de gauche ou la top bar ou les deux. Donc c'est ce qu'on fait dans Attribute Change Callback avec un switch. Et si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que dans la méthode Connected Callback, ma méthode, elle ne s'appelle pas render, elle s'appelle initRender. Alors il y a une très bonne raison à ça. Si vous regardez le markup HTML, il est très semblable à ce qu'on avait quand on était en application, en agrégation de web composants. Sauf qu'en bas, là, on a un truc, le ThisInnerHTML. Et ce ThisInnerHTML, c'est Data Governance Angular. Vous savez, c'est le composant principal de l'application gouvernance qui a été encapsulé dans Sagi Layout, ce composant. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé la méthode initRender, parce qu'on ne voulait surtout pas, par erreur, recharger cette méthode. Sinon, vous imaginez bien que là encore, on va à l'encontre de mauvaises surprises. Donc, initRender. Et pour la même raison, avant d'attacher l'élément au Custom Element Registry, on va vérifier qu'il n'a pas déjà été déclaré. Alors, là, on n'est plus du tout dans une single page application. Là, on fait même plus semblant YOLO. Et en plus, on ne peut plus faire d'agrégation de composants. Bon, on n'en faisait pas, mais là, on ne peut plus en faire. Et ça pourrait être un problème, sauf que le problème, il n'était pas là. La raison pour laquelle les 2 premières approches ne fonctionnaient pas pour Sagi, ce n'est pas que les 2 approches étaient mauvaises, c'est qu'on n'était pas dans le bon cas d'utilisation. C'est le moment où on va parler de page transitions. Alors, les page transitions, c'est dur à dire, il y en a 2. Il y a les soft navigation. La soft navigation, c'est ce qui va se passer quand vous passez d'une application d'une page qui appartient à une application qui est maintenue par une équipe à une autre page de la même application maintenue par la même équipe. Donc, par exemple, je passe de dataset à domaine dans gouvernance, je reste dans mon application Angular, Angular s'occupe de binder dans binder ce qu'il a besoin, puis tout va bien, ma page n'est pas rafraîchie. La ARM Navigation, de son côté, et bien là, c'est ce qui se passe quand vous passez de la page d'une application qui est maintenue par une équipe à la page d'une autre application maintenue par une autre équipe. Donc, par exemple, quand je passe de manager à gouvernance, je passe d'une application AngularJS à une application Angular. Et dans ce cas-là, c'est assez compliqué de ne pas recharger toute la page. Et il s'avère que ça, c'est le cas d'utilisation le plus courant chez Sagi. En fait, on va passer notre temps à passer d'une application à l'autre. Et donc, on a plus de hard navigation que de soft navigation. Donc finalement, OK, on n'est plus du tout dans une SPA, mais comme on n'était pas en train de faire de l'agrégation de composants, mais de l'agrégation de single page application, ce n'est pas un problème. D'autant qu'il y a quand même 2 gros bénéfices à cette approche. La première, c'est que c'est évidemment beaucoup plus rapide d'appeler une librairie JavaScript légère dans une application que d'avoir une application mère qui va aller charger et décharger d'autres applications enfants. Et en plus, c'était beaucoup plus facile à intégrer. Vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup de code. Réellement, les 2 bouts de code côté gouvernance que je vous ai montré, c'est tout ce que j'ai écrit pour intégrer. Je pense que tout compris, et on avait un process de test qui était assez costaud, donc test, relecture de code, NRT, tout ça. En 1 jour et demi, c'était en prod. Donc ça va. Alors maintenant, il est vrai que dans cette approche-là, vous pouvez avoir une expérience utilisateur qui soit légèrement incohérente. Ce qui peut se produire, c'est que, par exemple, l'équipe Layout as Lib, elle est en train d'intégrer un nouvel élément dans le menu de gauche. Voilà, il y a une nouvelle application qui va faire son apparition. Donc, nouvelle version de la librairie, nouvel élément. Tant que la version de Layout as Lib de gouvernance n'est pas mise à jour, elle n'aura pas cet élément. Donc peut-être que l'utilisateur en fait, va être sur Manager. Alors sur Manager, il va voir la nouvelle application foo. Et puis quand il va sur Gouvernance, il ne l'aura pas. Parce que Manager est mis à jour, mais à la dernière version de Layout as Lib, mais Gouvernance ne l'a pas. Donc il est vrai que ça pourrait être gênant.
mais on a considéré que c'était tolérable, en fait, parce que ça nous apportait un gros plus. Le très gros plus, c'est qu'on continuait à être complètement indépendant dans nos déploiements, parce que le cycle de vie des applications, il est décorrélé. Mais en plus, on était complètement indépendant dans le développement. Parce que imaginons que notre nouvel item là, de menu, il arrive avec un bug. Ça peut arriver. Et bien là, il y a plusieurs solutions. Soit, comme manager, vous avez déjà mis à jour la version de Layout as lib. C'est pas grave, vous faites un rollback. Hein, vous changez votre version de NPM et on est tranquille. Ou alors, comme gouvernance, vous ne l'avez pas encore intégré, bah dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Vous allez attendre la version patchée. Donc ça, c'était quand même un très gros avantage, même si il est vrai que dans certains cas, c'est pas arrivé souvent, ça a dû arriver une fois, quand vous avez un changement majeur qui va tout casser, bon, bah là, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre à jour toutes les applications en même temps. En même temps, on est en train de parler d'un NPM update. Ça reste gérable. Et le gros bénéfice de cette approche, c'est qu'on n'avait plus de problème de conflit de librairie. Bah oui, parce qu'avant de mettre à jour la version de Layout as lib, on regarde la version du design system. C'est pas la même que gouvernance. OK, je mets à jour ma version du design system dans gouvernance. Je mets à jour ma librairie. Hop, ça marche. Et dernier point, ça je pense que vous aurez compris tout à l'heure qu'on avait mis le doigt sur un sujet qui fâche. Bah là, il n'y a plus besoin en fait, d'avoir toute la stack qui tourne en local pour tester dans les conditions legacy et dans les conditions V2. Ce qu'on a fait, c'est que, vous vous souvenez, quand on était dans cette classe load data et qu'elle faisait tous les appels d'API pour aller configurer ces éléments, bah c'est simple, on avait des petits serveurs express qui moquaient ces retours d'API. Donc en local, on avait la config pour aller pointer dessus, on affichait le menu, et c'était bon. Donc c'est un truc qui a plutôt bien marché, en fait, par rapport aux objectifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les objectifs qu'on avait quand on a commencé à travailler à la V2, sur la V2, pardon. Parce que d'abord, ça nous a permis, nous, de livrer 4 applications en un an. Donc l'approche micro-fontaine a vraiment bien fonctionné pour nous. On a pu commencer à décommissionner le manager. On a commencé déjà par sortir security dans son propre module, enfin dans son propre microservice côté back, et on est venu lui rajouter un front en face. Et puis, on a été capable, comme on le décommissionnait au fur et à mesure, on a commencé à réécrire manager, puisque son workflow ne convenait pas, donc il est devenu project and job. Et en parallèle de ça, donc on a été capable de sortir d'autres applications. Alors, quelques petits conseils. Vous l'aurez compris, la première chose à laquelle il faut penser quand vous vous lancez dans les micro-front-end, c'est de penser cas d'utilisation. Est-ce que vous allez faire une agrégation de composants ou est-ce que vous allez faire une agrégation de single-page application? En d'autres termes, est-ce que vous allez faire de la soft navigation ou de la hard navigation? Et là, vous l'aurez compris, c'est pas qu'il n'y avait pas de mauvaise approche dans les 3 que je vous ai présentés, les 3 étaient corrects. Simplement, ce n'est pas les mêmes cas d'utilisation. Faites attention à votre design. Je sais, je vous le répète beaucoup pour une nana qui est nulle en CSS. Donc déjà, pensez design system. Hein, ça, c'est la première chose. Vous pouvez penser Optimistic UI. Alors, Optimistic UI, c'est ni une techno, ni un framework, ni une archi. C'est plutôt une façon, un point de vue à adopter. En fait, le principe, c'est de se dire, bon, dans 95% des cas, l'appel d'API, il va bien se passer et on aura une réponse positive. On va essayer de donner du feedback à l'utilisateur le plus rapidement possible. Donc, par défaut, on va lui envoyer un feedback positif pour que l'utilisateur sache que son action a été prise en compte. Ce qui est surtout intéressant quand vous faites de la validation silencieuse en back. Vous savez, quand vous n'avez pas un gros bouton enregistré en bas, il faut quand même que l'utilisateur voit qu'il y a des choses qui se passent. Donc, Optimistic UI, vous lui dites tout va bien, et puis si ça ne va pas, bon, bah, vous rattrapez très vite et vous envoyez l'erreur. Les skeletons, c'est pareil, c'est ni une techno, ni un framework, ni une architecture. Et vous savez déjà ce que c'est, parce que vous en avez dans plein d'applications que vous utilisez. Il y en a dans LinkedIn, dans Twitter, dans Gmail, dans Slack, dans plein. Les skeletons, c'est quand l'application se charge et qu'on n'a pas encore les données, c'est les petites ombres là. Vous savez, ça vous donne un aperçu des menus à venir. Ça, c'est hyper bien parce que ça permet de dire à votre utilisateur, je fais des trucs, hein, je ne suis pas en train de planter dans mon coin en silence, je charge, bon, ça arrive.
mais il se passe des trucs, ça va venir. Petit bémol avec les skeletons, si vous le faites, assurez-vous que vous êtes cohérent avec l'état réel de l'application, hein, parce que LinkedIn, à un moment, ils n'étaient pas cohérents, ça faisait un peu bizarre. Même si vous allez partager la même stack technique de bout en bout, ce qui est le cas hein, pour Sagi, puisque en fait, quand on est passé en V2, il a été décidé que toutes les nouvelles applications elles seraient développées en React. Vous avez le droit de partager des ressources, hein, vous pouvez partager, je ne sais pas, des polices, des images, même des appels d'API éventuellement, mais vous ne partagez pas le runtime. Hein. Même si vous êtes sur toute la stack, on isole de préférence. Alors maintenant, un petit peu plus de lecture, c'est le moment où vous prenez les photos. Un petit peu plus de lecture si vous voulez aller plus loin. Microfountains.org, donc c'est le site sur lequel on s'est appuyé pour la toute première version. Sagi Layout, l'agrégation de Web Component. C'est maintenu par Michael Girth, qui est Nataltis sur Twitter, qui a fait un très très bon talk à Web Rebels l'an dernier, je vous le conseille. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est que l'application, elle ne porte pas que sur l'aspect technique, il y a des réflexions sur les parties design, sur tout ça. Il y a un repository GitHub qui va avec le site, qui est très très bien aussi, parce que vous avez l'approche purement Web Component, comme je vous l'ai présenté, et il y a une approche avec des server-side includes. Alors, on n'en a pas parlé ici parce que ce n'était pas le cas d'utilisation de Sagi, mais si vous faites de l'agrégation de composants, je pense que vous voulez avoir un œil sur ce que c'est que les server-side includes. Donc, dans ce cas-là, allez voir sur le repository de Michael. Experiences using microfountains at IKEA, c'est un retour d'expérience de comment ils font des microfontaines à IKEA. J'étais un peu frustrée parce que pour moi, techniquement, j'aurais voulu en savoir plus. Ils ont une approche hyper intéressante, même si on n'a pas tous les secrets, parce que bien évidemment, c'est leur petite recette secrète à eux. Mais ça reste hyper intéressant de voir comment une entreprise de la taille d'IKEA fait pour intégrer des microfontaines. Projet Mosaic, j'en ai parlé sans en parler. C'est un set de librairies et de ressources open source pour faire de l'agrégation de fragments. Donc ça a été open sourcé par Zalando. Le composant probablement le plus célèbre du projet Mosaic, c'est Taylor. Mais vous pouvez aller voir, il y a plein d'autres trucs. Et Single SPA, je ne vous en ai pas parlé, c'est un outil qui permet de faire de l'agrégation de single page application. A priori, ça marche très bien pour des petites applications. Nous, on a fait le choix de ne pas partir dessus parce qu'en fait, on n'avait pas envie d'être lié à un projet dont on ne connaissait pas l'espérance de vie. Vous savez, c'est toujours le problème des projets open source. Ouais, bon, bah là, ça marche, le contributeur, il est dessus. Si demain, il arrête, moi, je fais comment? Parce que c'est en prod. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas été dessus, mais vous pouvez tout à fait jeter un coup d'œil pour vous en inspirer. C'est tout pour moi. J'ai 3 minutes pour les questions. J'ai une question. Tu parlais tout à l'heure de partager des librairies et notamment tout ce qui est librairie commune, que ce soit métier ou autre. Comment est-ce que vous avez résolu les problématiques des dépendances de ces librairies communes entre les différentes applis front? Alors, quand je parlais de partage de librairie, tu veux dire genre 2-3 slides avant, là, vers la fin, dans la conclusion? Ouais. Non, alors je parlais justement, c'est plutôt s'il y a des appels d'API qui doivent être faits par toutes les applications, ils peuvent très bien être faits au niveau de l'élément, que ce soit une librairie ou une application entière, qui va être commune à tout le monde. Mais en dehors de ça, non, on a évité de rentrer justement, de mettre le doigt dans la gestion de librairies en commun, parce que ça ne se passait pas très bien. En fait, tu sais, quand j'étais dans la première approche et que je donnais les pour et les contre, et c'est à ce moment-là où il aurait fallu qu'on passe un temps fou à dire comment est-ce qu'on évite d'importer une deuxième fois toutes les librairies, genre Babel, etc. Donc, la solution, c'est que dans la version Layout as lib, elle est vraiment très, 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 très light. Elle a quasiment pas de librairie externe. Il y a juste un Gulp et un Webpack. Et voilà. Elle n'emmène pas d'autres librairies. Il n'y a pas de doublon. La seule qu'elle peut avoir, c'est Sagi UI, d'où la synchro. Et typiquement, pour tout ce qui est partage des autorisations utilisateurs, j'imagine que toutes vos applis ont le même code pour gérer ça, ou vous l'avez dupliqué dans chaque appli? Non, justement, en fait, c'est l'application service. L'application security, pardon, qui est arrivée là.
vu qu'initialement c'était dans Manager, on a tout sorti, on l'a mis dans Security, et c'est Security qui est appelé par toutes les autres applications. Donc toutes celles-ci, par exemple, quand elles veulent avoir les droits, les profils, tout ça, elles vont appeler Security, qui est à la fois un microservice côté back, mais qui est aussi qui a maintenant son propre front, puisque c'est une application dédiée, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir une gestion des droits beaucoup plus fine, d'avoir plus d'options dans son paramétrage. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, à l'avant. Bonjour, je me demandais comment vous avez géré du côté... parce que là, pour avoir une seule URL pour toutes ces applications, par exemple, ça vous en parlait pas trop Non, alors j'en parle pas parce que là, je pourrais refaire un talk entier. On avait énormément de mécanismes de reverse proxy, en fait. Donc il y a un gros boulot avec Trafic notamment. Et il y a toute une manipulation des URL pour pointer soit vers le legacy, soit vers la V2. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup.